Donc là encore, pour le calcul en fait de la résistance en section, on ne va pas non plus se casser la tête. Vous verrez dans votre cours de béton armé que l'on a toute une maniclette de calcul qui montre que le bras de levier d'une section armée de l'armature engendre pas mal de formules compliquées. Je vous passe un peu toutes ces abacs et toutes ces formules. Les ingénieurs ont sorti une magnifique formule extrêmement simple qui donne en fait que le taux d'armature nécessaire, AS en millimètres carrés, doit être égal à 2,9 fois le moment divisé par la hauteur de la poutre. C'est une formule magique, je dirais, qui nous permet en fait de connaître quelle est la valeur résistance du moment, c'est-à-dire en fonction de l'armature. Donc on n'a qu'à calculer que le moment, c'est la hauteur de la poutre fois la section d'armature divisée par 2,9. Et il faut faire toujours une supposition, voir si toute l'armature était là, on prend toute l'armature. Si on voit que l'armature est à moitié grillée, on n'en prend que la moitié. Ce qui a pu me donner le calcul de cette structure. Et donc, résultat des cours, sur la petite histoire, j'ai pu évidemment interdire le fait de pouvoir mettre une grue ici, ce qui fait qu'ils ont choisi un arbre beaucoup plus petit et on a surtout évité une ruine de l'ouvrage avec évidemment la une des jours du 24 heures. Parce qu'évidemment, je peux vous dire que quand ça marche bien, personne ne dit rien, mais quand ça ne marche pas, il y aura toujours un expert qui va dire « Mais monsieur Urpillot, vous n'avez même pas pensé à calculer la résistance du béton. Regardez avec la petite formule, on voit que ça n'aurait pas marché. » Donc n'hésitez pas à faire des rapides calculs, mais il faut toujours bien comprendre en fait ce que se cache derrière ces calculs, les notions d'équilibre, les notions de force. Et là encore, je vous montre un autre exemple. Donc on va se retrouver sur un pont. C'est une passerelle qui ressemble à celle qu'il y a derrière, une simple poutre sur deux appuis. Donc là, il n'y a rien de plus simple, c'est qu'un simple QL carré sur 8. Et dans ce qu'on appelle donc la surveillance des ouvrages, l'œil de l'ingénieur permet de rapidement voir quel est le problème. Donc évidemment, il faut quelques moyens pour pouvoir aller voir dessous. Mais ça vaut le coup parce que lorsqu'on regarde sous certains ouvrages, et par exemple celui-là, on voit qu'on a une grande partie de corrosion. Et là encore, on voit que plus de la moitié de l'armature a été corrodée. C'était un état vraiment impressionnant, je dirais, dans ma carrière en une vingtaine d'années. J'ai jamais vu l'armature à ce point rongée par la corrosion. Et là, c'est encore une inconnue. Pourquoi est-ce qu'on a une telle corrosion ? On le verra, mais lorsqu'on se promène sous un ouvrage pareil et qu'on en est responsable, je dois vous avouer que la fermeture de l'ouvrage a été immédiate. Donc, pour revenir un peu à notre méthode de déplacement, ici, on a pu montrer donc en résumé, au niveau donc de la théorie, on voit un diagramme, un tableau très intéressant qui montre l'analogie entre la méthode des forces et la méthode des déplacements. Donc, cette méthode des forces, comme on l'a vu, a comme inconnu XJ les forces, et la méthode des déplacements a comme inconnu les déplacements. Donc on a vu qu'au niveau du nombre d'inconnus, on va avoir un nombre d'inconnus assez limité au niveau de la méthode des forces, tandis qu'au niveau de la méthode des déplacements, on peut avoir beaucoup plus d'inconnus parce qu'il faudrait regarder en fait pour chaque nœud. Par contre, lorsque l'on commence à avoir des structures qui sont multipoutres, c'est là que cette méthode des déplacements devient plus intéressante. Les conditions, donc, sont ce qu'on appelle conditions de compatibilité cinématique. C'est la fameuse équation AI0 plus somme des AIJ, XJ égale 0. Et au niveau de la méthode des déplacements, c'est les conditions d'équilibre statique. C'est la fameuse équation BI0 plus somme des BIJ, XJ égale 0. Système fondamental, et là j'insiste beaucoup sur ce système fondamental. Les erreurs en général qu'on voit aux examens, c'est qu'on ne définit mal le système fondamental. Donc celui-ci doit être isostatique pour la méthode des forces. En méthode de déplacement, il est ultra bloqué, il est très hyperstatique du fait qu'on a rajouté des pseudo-appuis de blocage. Les fameux coefficients donc AI0 sont les déformations, donc ça vous l'avez bien compris pour la méthode des forces, déformations qui sont dues aux causes extérieures dans le système fondamental.
Tandis que les BI0, elles, sont des forces généralisées, donc qui sont dues aux causes extérieures dans le système fondamental. Et donc, ces AIJ proviennent de la cause unique et unitaire. Donc, lorsque x1 est égal à 1, les autres xi sont nuls, etc. Ainsi que pour les forces généralisées. Donc, rappelons un peu les hypothèses de base que j'ai montrées dès le début. On doit avoir la linéarité matérielle, la linéarité géométrique, donc on travaille toujours en petites déformations, même si on dessine des grandes déformées, et tout ceci est valable par la validité du principe de superposition. Donc ces inconnues sont remises dans un autre tableau du polycopier. On voit donc le nombre d'inconnus est fixé pour la méthode des forces, il est plus libre pour la méthode des déplacements. Le choix des inconnus, lui, est plutôt assez libre, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on peut couper la poutre à un endroit en mettant une rotule quelque part, on se retrouve un peu avec un nombre infini d'inconnus pour la méthode des forces, qui est assez restreint pour la méthode des déplacements. Et je rappelle que les logiciels aux éléments finis que vous allez utiliser plus tard, c'est-à-dire pour calculer les structures, vont utiliser par programmation cette méthode des déplacements. La programmation, elle, va être beaucoup plus simple que l'utilisation du tableau force-déplacement qu'on utilise, c'est-à-dire qu'eux vont utiliser un blocage complet et total à chaque nœud. C'est-à-dire qu'on ne va pas, lorsqu'on a une inconnue ici en déplacement, utiliser que l'inconnu x1. Un point d'élément fini, lui, va prendre 3 inconnus. Un x1, un x2, un x3. C'est-à-dire que chaque nœud, pour lui, va avoir même 3 inconnus. Inconnu en x, inconnu en y, inconnu en rotation. Ici, les x et les y sont assez bien connus. Un ordinateur, lui, a fixé un nombre d'inconnus équivalent à 3 fois le nombre de nœuds. Dans le plan et dans l'espace, attention, c'est 6 inconnus. Ça va être 6 fois le nombre de nœuds. Donc très rapidement, on va se retrouver avec des matrices énormes à résoudre. Avec l'informatique, on n'a pas trop de problème à résoudre ces matrices, mais on a quand même des limites. On ne peut pas non plus ajouter autant de nœuds que l'on veut en programme d'éléments finis. Et maintenant, donc, au niveau de la résolution des équations, lorsque l'on différencie les différentes inerties des poutres qui aboutissent à un nœud, on se retrouve en fait avec des sollicitations dans les barres, donc dans les poutres, qui sont proportionnelles à leur rigidité. Donc c'est quelque chose de très important à comprendre, notamment les exercices si vous voulez jouer avec le fameux C de l'inertie. On voit tout de suite que lorsqu'on augmente en fait le C, on va toujours attirer l'effort à l'endroit où c'est le plus renforcé. Que l'on soit en rotation ou que l'on soit aussi en translation. Donc on le voit aussi dans cet exemple-là du cours, avec le cadre qui possède seulement une inconnue hyperstatique de déplacement, avec un coefficient CI, donc l'inertie qui est différente à droite et à gauche, ces efforts tranchants vont être directement proportionnels au C, et ces efforts tranchants dans l'effort vont être proportionnels évidemment au X. Donc on va se retrouver avec l'effort tranchant en tête de colonne qui va être proportionnel au C, et on voit donc que ce coefficient-là est le même pour l'effort tranchant dans la colonne de gauche que pour la colonne de droite, multiplié par le fameux C. Donc là encore, la sollicitation est entièrement proportionnelle à la rigidité. On peut imaginer par exemple que si C est égal à infini dans cette poutre, la poutre va pas se transformer, va pas se déformer, et toute la force horizontale va passer dedans. La poutre de gauche, elle, ne va pas prendre d'effort. A l'inverse, si l'inertie de cette poutre est totalement nulle, elle va prendre quasiment aucun effort, tandis que la poutre de gauche va prendre un certain effort.